Bonjour Christophe Castaner, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous allons parler de ce qui se passe dans la majorité, mais quand même d'abord un mot. Le président imagine donc faire des mesures restrictives, donc des contrôles pour interdire aux Français d'aller skier en Suisse. Est-ce qu'en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, vous imaginez vraiment les brigadiers surveiller les coffres pour guetter les chaussures de ski? Vraiment, Non, mais sérieusement. Commençons par ce dont on parle. Il y a eu hier près de 400 morts en France du Covid. Alors on peut faire comme si de rien n'était et on peut trouver normal qu'alors qu'on demande aux stations de ski, et je suis un élu des Alpes-de-Haute-Provence avec des stations de ski, au moment où on leur demande de faire un effort, celle de ne pas ouvrir les remontées mécaniques, on ferme les yeux et on dit ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens iront skier en Suisse, prendront le risque de rapporter le Covid et de propager le Covid quand l'ensemble des Français vont faire des Mais efforts. vous pensez que ça va suffire à calmer la colère des stations de ski françaises? Ah mais il ne s'agit pas de calmer la colère des stations de ski françaises, il s'agit de protéger les Français face à une maladie qui s'appelle le Covid. Je vous le rappelle, 400 morts hier, c'est ça la réalité. Alors on peut fermer les yeux, on peut considérer que tout va bien et qu'il n'y a pas de difficulté, alors que toutes les études montrent que l'ouverture des stations, avec la densité qu'on connaît dans les stations, je crois que ceux qui nous écoutent savent aussi la réalité d'une station de ski dans la journée et du fait qu'on est dans des petits appartements. C'est pas sur les pistes que vous avez un risque de propagation du virus, c'est quand vous faites 40 minutes de queue devant un télésiège avec la promiscuité. C'est quand vous vivez dans de tout petits appartements et que le soir vous vous retrouvez dans des lieux collectifs. On prend plus de risques en station de ski qu'en dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre. C'est ça qu'ils vous disent. En fond, c'est un pays qui aime l'égalité, la France. Et ils ont le sentiment qu'il y a une rupture d'égalité entre le traitement qui est réservé à certains et à d'autres. Non, mais vous savez, certains prennent un confinement Canada Dry, c'est-à-dire pas de confinement. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a le confinement, mais chaque fois qu'on met une contrainte, on dit, mon Dieu, cette contrainte est terrible. Et elle est terrible. Quand on ferme les commerces qui viennent de rouvrir, on sait que c'est extrêmement difficile. Mais c'est un combat qu'on mène. Mais ce que j'ai entendu régulièrement, c'est que chaque fois qu'on dit, bon, mais là, par contre, il y a un vrai risque. Surtout qu'on peut s'appuyer aujourd'hui sur des études massives. Aux États-Unis, une étude a été faite sur 98 millions d'Américains. Et à partir de là, on a déterminé les lieux qui sont les lieux les plus actifs pour la propagation du virus. Donc c'est plutôt sur ces lieux-là qu'il faut faire porter l'effort. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des contrôles à la frontière avec la Suisse. Ce ne serait pas choquant pour vous? Ah ben non, ce ne serait pas choquant parce qu'il s'agit de protéger les Français. Moi, toutes les mesures qui permettent de protéger les Français et dont certaines veulent s'astreindre parce qu'ils ont les moyens d'aller skier, par exemple, en Suisse ou en Autriche, et qui présentent un risque pour le collectif qui n'est pas parti en vacances au ski, je pense qu'effectivement, on peut leur demander de faire un effort. Cet effort, c'est de ne pas aller skier pendant quelques jours en Suisse. Ce n'est pas un effort incommensurable par rapport à l'ensemble des efforts qui ont été faits par les Français, mais pour une raison simple, sauver des vies et surtout empêcher qu'on se retrouve au printemps, là où les stations de ski feront 80% de leur chiffre d'affaires, confrontés à devoir les fermer à nouveau. Et ce n'est pas notre objectif. Battons-nous ensemble, pas les uns contre les autres. C'est la suite aussi de la gestion de la crise du Covid, de la question financière. Bruno Le Maire estime que la réforme des retraites est redevenue, en gros, en raison de l'état des finances publiques, une priorité absolue. La ministre du Travail estime que la priorité, c'est surtout de sortir de la crise. Et vous? Moi, je pense que nous sommes confrontés aujourd'hui à 3 crises. Une liée à la situation sanitaire, une liée à la crise économique et sociale et une liée au contexte sécuritaire et terroriste que nous connaissons. Restons totalement mobilisés sur ces sujets. Il ne faut pas ouvrir une crise sociale, en gros, c'est ça que vous dites? Il ne s'agit pas d'ouvrir une crise sociale, mais est-ce que nous sommes en capacité aujourd'hui, alors que nous sommes au combat contre ces 3 crises-là, d'en ouvrir, non pas une crise, mais de faire en sorte de reposer un débat structurel de fond immédiatement? Je ne crois pas. C'est pas le moment de reparler de la réforme des retraites, vous êtes parfaitement clair là-dessus. On en vient à l'article 24. Vous n'êtes pas rancunier quand même. Jamais. Non mais franchement, vous avez voté un texte, vous avez fait voter un texte, et puis après on vous dit, en fait, il va falloir le réécrire. Et la majorité suit comme un seul homme. Vous savez, moi, on ne me fait rien voter. Notamment, j'ai contribué à tenter d'expliquer l'article 24. J'ai fait une conférence de presse, je suis dans les médias et je n'ai pas convaincu. Et d'autres n'ont pas convaincu. Il y avait un doute, alors que le texte lui-même ne présente aucun doute sur une valeur fondamentale, celle de la liberté de la presse. Mais comme il y avait un doute, et que ce doute était ancré, y compris chez des journalistes comme vous sur ce plateau, qui ont pu faire part de ce doute, il était essentiel de dire 2 choses. Nous voulons protéger les policiers qui doivent être protégés, y compris dans leur vie privée, y compris dans leur famille. Et en même temps, nous voulons garantir cette liberté fondamentale du droit de la presse. Il y a un doute, on lève le doute. Mais c'est au Sénat de lever le doute. Pourquoi ce n'est pas le Sénat qui a la responsabilité de réécrire ce texte, Christophe Parce que moi, Castaner? je prends toutes mes responsabilités. Effectivement, je suis à la tête d'un groupe qui a voté un texte, qui a amendé ce texte, et la compréhension n'a pas été suffisante. Ce n'était pas un bon texte, c'était mal écrit. Écoutez, la preuve, c'est que vous,
comme d'autres, ne l'avaient pas compris. Et donc, soit je considère que si vous ne l'avez pas compris, c'est votre faute, soit je considère que c'est parce que, effectivement, l'écriture telle qu'elle était, ou la compréhension, l'accompagnement, la pédagogie n'était pas la bonne. Et donc, on recommence à zéro sur ce sujet en réécrivant ce texte, en gardant nos objectifs, mais en ne transigeant pas sur l'idée qu'on puisse menacer la presse. Vous n'avez pas confiance dans les sénateurs, ils ne peuvent pas faire ce job-là. Écoutez, il y a une navette parlementaire très classique. Nous poursuivrons l'échange. Je ne suis pas convaincu que les Français soient très attachés à savoir qui va finalement écrire ce texte. Ce qui compte, c'est que ce texte donne toutes ces garanties. Pour les policiers qui doivent être protégés, et c'est l'essentiel dont nous avons parlé, mais surtout ne jamais menacer la liberté de la presse, qui est indispensable. Et pas que de la presse, y compris du regard citoyen sur les actions de la police, c'est nécessaire. Ce sera réécrit comment Ça a été annoncé, la présidente de la commission des lois va faire des auditions avec les rapporteurs et les parlementaires, y compris de l'opposition, et nous ferons une proposition au gouvernement d'un texte qui donnera ces garanties-là avant Noël. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, Christophe Castaner ? À quoi ? À ce cafouillage, ce fiasco, disent certains dans la majorité. Est-ce que certains disent Gérald Darmanin a entretenu le flou en expliquant, c'est vrai, on l'a commenté ici même sur le plateau, qu'il fallait flouter les visages des policiers, qu'il fallait que les journalistes demandent des accréditations avant d'aller dans les manifestations. Ça n'a pas aidé. Ça n'est pas ce que le texte prévoit, mais effectivement, certains ont pu le craindre. Donc nous avons levé cette ambiguïté et moi je suis très attaché. Vous savez, vous connaissez l'adage qui a été utilisé dans une préparation d'une élection présidentielle. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Moi, je considère, oui, au sujet de François Hollande, je considère qu'il faut lever l'ambiguïté. C'est un recul que vous assumez. Mais on peut appeler ça un recul si vous voulez. Mais vous savez, face à un sujet de société, je crois qu'il est essentiel d'y voir clair. Donc vos commentaires n'ont pas aidé à la clarté, nos écrits n'ont pas aidé à la clarté. C'est notre faute du coup là. Non, mais vous voyez, on est deux là à discuter. Je dis vos commentaires et nos écrits n'ont pas aidé à la clarté. Je revendique que dans cet article, à aucun moment il y avait une menace sur la liberté de la presse. Vous l'avez compris ainsi, les Français aussi. Vous savez, la politique, c'est aussi une affaire d'interprétation. Si l'interprétation n'est pas bonne, il faut être plus clair. Vous êtes, je le disais, patron de la majorité. Est-ce que cet épisode a laissé des traces au sein de la majorité ? De quoi elle a besoin en ce moment, la majorité ? Vous savez, être député de la majorité, c'est difficile. C'est difficile parce que, de manière générale, de manière générale, je l'ai été 5 ans comme député dans les Alpes de Haute-Provence dans la mandature d'avant. Je sais que c'est difficile. Donc notre responsabilité, c'est celle du président, c'est de mettre de la fluidité, c'est de simplifier, c'est de passer du temps avec les uns et les autres. Je le fais avec un vrai plaisir et en même temps, je le fais aussi dans l'adversité. Je ne ferme pas les yeux quand on se prend les pieds dans le tapis et ça peut nous arriver sur plein de sujets. Vous savez, je crois qu'on peut rester droit dans ses bottes et faire comme si de rien n'était, qu'il y a un problème. Moi, je le regarde en face et je vois comment on le résout. Est-ce que vous avez lu la presse ce matin ? J'ai lu la presse ce matin. Vous avez lu les articles dans lesquels on explique que Christophe Castaner a savonné la planche de Gérald Darmanin ? J'en ai lu un qui dit ça, effectivement, mais je pense que c'est les commentaires internes de la presse, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne crois pas que ce soit moi qui ai dit aux journalistes comment interpréter l'article 24. La preuve, j'ai tenté de convaincre... Vous êtes absolument solidaire de votre successeur, Place Beauvau ? Je suis totalement solidaire parce que je sais que sa mission est particulièrement difficile et que Gérald l'a fait avec un engagement total. 7 péchés capitaux, voilà ce qu'il dit, Gérald Darmanin, à propos de la police. Il évoque 7 péchés capitaux dont souffre la police. Je ne vais pas les citer tous, mais formation, encadrement, la question des moyens, l'IGPN. Ça va aussi mal que ça dans la police ? Vous partagez ce bilan ? Bien sûr, je le partage. Je partage d'abord le bilan, puisque j'ai été ministre de l'Intérieur à peu près 2 ans, que j'ai porté des budgets qui ont permis d'augmenter les moyens de la police de plus de 1 milliard d'euros. Et je savais que ça n'était pas suffisant, parce que j'ai été le Premier ministre, par exemple, qui a payé des heures supplémentaires, dont certaines étaient dues depuis 2005. Oui, il y a de vraies difficultés dans la police, et le diagnostic de Gérald Darmanin est juste. Il y a un divorce entre la police et la population. Lui, il dit qu'il n'y a pas de divorce. Je pense qu'il y a des tensions. Vous savez, en début d'année, j'avais mis en place une convention citoyenne où j'avais fait venir 100 Français de partout, de tous les quartiers, de toutes les origines géographiques, pour parler avec la police, justement, pendant 2 week-ends de ce rapport entre les Français et les citoyens, parce que je pensais qu'il s'était dégradé. Je pense effectivement qu'il est difficile aujourd'hui, ce rapport-là, même si l'immense majorité des Français ont confiance dans leur police. Petit à petit, on voit des situations de tension. Jouons dans la transparence, garantissant le contrôle aussi de nos activités, mais ne négligeons pas que la police et la gendarmerie sont parmi les professions de notre pays les plus surveillées, et c'est normal, parce qu'elles détiennent la puissance publique. Il a estimé que, d'une certaine manière, vous aviez une part de responsabilité, Gérald Darmanin, lorsqu'il était auditionné devant les parlementaires à l'Assemblée. Il a dit que pendant la crise des Gilets jaunes, vous aviez envoyé des personnes faire du maintien de l'ordre sans que ce soit leur métier. Vous assumez ça, ces erreurs-là ?
moi, je ne qualifie pas ça comme erreur parce que je pense que nous avons été confrontés à 55 000 manifestations pendant les Gilets jaunes. Et oui, nous avons mis sur le terrain pour gérer de l'ordre public d'autres fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui n'étaient pas des forces mobiles. L'idéal pour gérer des manifestations, ce sont les forces mobiles. Moi, j'ai été confronté, quand je suis arrivé, à des décisions qui avaient été prises il y a quelques années de supprimer 12 500 emplois dans la police et la gendarmerie, dont beaucoup dans les forces mobiles. J'ai commencé à recruter et à faire monter en puissance les forces mobiles. C'est un bon ministre de l'Intérieur ? Oui, je pense. C'est dit. Merci beaucoup, Christophe Castaner.